Le 34e étage de la tour vitrée, au cœur du quartier des affaires de Paris, vibrait d'une énergie électrique. Julien Verdier, costume bleu marine taillé sur mesure, cravate parfaitement nouée, menait une vidéoconférence cruciale avec des investisseurs basés à Lyon. Les écrans projetaient des graphiques complexes, des courbes de croissance et des prévisions financières. Sa voix, assurée et précise, dominait la discussion, chaque mot soigneusement choisi pour inspirer confiance. C'était son monde. Un univers de chiffres, de pouvoir et d'ambition, où chaque seconde comptait. Mais ce jour-là, à 14h37 précisément, tout a basculé. Son téléphone personnel, posé sur le coin de la table en acajou, s'est mis à vibrer avec une insistance inhabituelle. Julien a jeté un coup d'œil agacé à l'écran. Un numéro inconnu, sans indicatif familier. D'ordinaire, il aurait ignoré l'appel. Les interruptions n'avaient pas leur place dans son emploi du temps millimétré. Mais quelque chose. Une intuition diffuse l'a poussé à décrocher. Il a levé un doigt pour faire signe aux investisseurs d'attendre et apporter le combiné à son oreille. Papy, maman essaye de tomber. Elle est par terre et elle ne bouge plus. On n'a pas à manger. La voix d'une petite fille, aiguë et tremblante, a éclaté comme un cri dans le silence de la salle de réunion. Julien a cligné des yeux, déstabilisé, son cerveau luttant pour donner un sens à ses mots. Était-ce une blague? Une erreur? Mais la fillette continuait, sa voix brisée par des sanglots qui semblaient venir du fond de son âme. « S'il te plaît, aide-moi. Maman ne se réveille pas, c'est pas. J'ai peur. » Julien a senti une sueur froide lui parcourir l'échine. Les investisseurs, à l'écran, le fixaient, leur visage oscillant entre curiosité et malaise. Il a tenté de reprendre contenance, sa main serrant le téléphone un peu trop fort. « Qui es-tu? Oui, c'est ta maman. Comment as-tu eu ce numéro? » a-t-il demandé, sa voix teintée d'un mélange d'agacement et de méfiance. « Je m'appelle Sophie, » a répondu la fillette entre deux hoquets. « Maman s'appelle Lucie Dubois. Elle est par terre, dans la cuisine. Aide-moi, s'il te plaît. » Ce nom. Lucie Dubois. Il a résonné comme une détonation dans l'esprit de Julien. Lucie. Une vague de souvenirs, longtemps enfouis, a déferlé sans prévenir. Des soirées d'été dans un petit village, des rires partagés autour d'une table en bois, des promesses murmurées sous un ciel étoilé. Lucie qu'il n'avait pas vue, ni même évoquée, depuis plus de 6 ans. Une douleur aiguë lui a traversé la poitrine, mais il l'a repoussée, refusant de se laisser emporter. « C'est une arnaque », a-t-il marmonné en raccrochant d'un geste brusque. Il a relevé les yeux vers l'écran, prêt à reprendre la réunion. Mais le silence était total. Les investisseurs échangèrent des regards gênés, certains chuchotaient. Julien a réalisé, trop tard, que son visage avait trahi son trouble. Il a pris une profonde inspiration, s'est frotté les tempes et a tenté de sourire. « Mes excuses, un appel personnel. Où en étions-nous? » Mais la magie s'était dissipée. La réunion s'est terminée en quelques minutes, les investisseurs promettant de revenir avec des questions. Julien est resté seul dans la salle, le regard perdu sur la skyline parisienne. Cette voix, cette petite voix, continuait de résonner dans sa tête. « Papy, était-ce possible? Une fille? Non, c'était absurde. Lucie aurait... » Elle lui aurait dit « non ?» Mais les doutes s'accumulaient, et avec eux, une culpabilité qu'il avait cru enterrer. Il a saisi son téléphone et a composé le numéro de son assistant, Maurice, un homme discret et d'une efficacité redoutable. « J'ai besoin que vous enquêtiez sur un appel que je viens de recevoir. Une fillette, elle dit s'appeler Sophie. Elle prétend que sa mère, Lucie Dubois, s'est évanouie. Vérifiez si cette femme vit toujours à Saint-André, dans le sud. Je veux des réponses rapidement, Maurice. Tout ce que vous pouvez trouver. » Il a raccroché sans attendre de confirmation, son regard fixé sur le vide. Saint-André. Un village perdu, à des heures de Paris, où le temps semblait s'être arrêté. La maison en pierre, le jardin envahi par les herbes, les ruelles pavées où il avait marché main dans la main avec Lucie. Il avait tout laissé derrière lui, convaincu que sa vie était ailleurs, dans les tours de verre et les contrats à plusieurs zéros. Mais cette voix, elle venait tout bouleverser. Il s'est levé, a boutonné sa veste et a quitté la salle de réunion d'un pas rapide,
ignorant les regards curieux de ses collègues. Dans le couloir, les néons projetaient une lumière froide, amplifiant son sentiment d'isolement. Arrivé dans son bureau, il a fermé la porte à clé, s'isolant du monde extérieur. Il a repris son téléphone, ses doigts hésitant au-dessus du numéro. Et s'il rappelait? Et si c'était vrai? Il a appuyé sur la touche d'appel. La même voix tremblante a répondu, comme si elle attendait son retour. « Allô? C'est toi? » Julien a senti son cœur s'accélérer. « Oui, c'est moi. Sophie, c'est bien ça. Où es-tu maintenant? » « À la maison. Maman dort toujours. Je l'ai touchée, mais elle ne se réveille pas. Elle est froide. Il y a quelqu'un d'autre avec toi? Un voisin? Un ami? Non? Juste moi. Je suis toute seule. » Julien a fermé les yeux, un soupir lourd lui échappant. Cet enfant, seul, terrifié, dans une maison qu'il connaissait par cœur. Il ne pouvait pas ignorer ça, même si son instinct lui criait de rester prudent. « Écoute-moi bien, Sophie. Je vais envoyer quelqu'un pour vous aider. Ne raccroche pas. Peux-tu me donner votre adresse? » La fillette a récité l'adresse d'une voix claire, malgré sa peur. Julien a noté chaque mot, bien qu'il n'en ait pas besoin. C'était la maison de la rue des Lilas, à Saint-André. La maison où il avait vécu avec Lucie, où ils avaient partagé des rêves d'avenir, où il avait promis de revenir et où il avait disparu sans un mot. Il a raccroché et a immédiatement rappelé Maurice. « Envoyez une ambulance à cette adresse à Saint-André, tout de suite. Une femme est inconsciente et une mineure est seule dans la maison. Ensuite, trouvez tout ce que vous pouvez sur cette fillette. Nom complet, date de naissance, état civil, tout ce qui est disponible. Bougez-vous, Maurice. Les minutes qui ont suivi ont été une torture. » Julien arpentait son bureau, incapable de rester assis. Il imaginait Sophie, une petite fille qu'il n'avait jamais rencontrée, seule dans une maison délabrée, à côté de sa mère inconsciente. Chaque tic-tac de l'horloge semblait amplifier son anxiété. Enfin, son téléphone a sonné. « Monsieur Verdier, c'est confirmé. Madame Lucie Dubois vit bien à l'adresse indiquée. Elle a été transportée à l'hôpital de Carcassonne il y a quelques minutes. La petite, Sophie Dubois, est avec les ambulanciers. Elle a 5 ans. Aucun père n'est mentionné dans les registres. » Julien a senti le sol vaciller sous ses pieds. 5 ans. Il a fait un calcul rapide, presque mécanique. La dernière fois qu'il avait vu Lucie, c'était il y a 6 ans. 6 ans depuis qu'il avait coupé les ponts, depuis qu'il avait choisi sa carrière, sa vie à Paris, loin de Saint-André et de tout ce qu'il avait laissé derrière. Aucun père dans les registres. Les mots tournaient dans sa tête, lourdes de sens. Un silence s'est installé, seulement brisé par sa propre voix, basse et tremblante. « Je vais à Saint-André. Préparez l'hélicoptère. Pas de presse, poste de suiveur. Dites à tout le monde d'annuler mon agenda jusqu'à nouvel ordre. » Retour à Saint-André. Sur la piste privée, Julien est resté muet. Il a grimpé dans l'hélicoptère sans un regard pour le pilote, son esprit ailleurs. Pendant le vol, il fixait l'horizon par le hublot, les champs verdoyants du sud de la France défilant sous ses yeux. Les souvenirs de Lucie affluaient, malgré ses efforts pour les repousser. Son rire, si spontané, qui emplissait la maison. Sa façon de froncer les sourcils quand il parlait trop de travail. Les soirées où il partageait une bouteille de vin rouge sur la petite terrasse, rêvant d'une vie simple, loin des ambitions dévorantes. Et cette maison, avec ses volets bleus écaillés, son jardin où poussaient des roses sauvages. Il avait tout abandonné, convaincu que son avenir était à Paris. Et maintenant, cette voix d'enfant venait rouvrir une blessure qu'il croyait cicatrisée. À l'atterrissage, près de Saint-André, l'air sentait la lavande et la terre chaude. Julien a marché jusqu'à la maison, ses pas lourds sur les pavés usés. La rue des Lilas n'avait pas changé. Les mêmes façades en pierre, les mêmes volets grinçants, les mêmes voisins curieux qui l'observaient de loin. Arrivé devant la maison, il a marqué une pause. Les volets étaient à moitié fermés, la peinture s'écaillait davantage qu'avant. Il a frappé à la porte, le cœur battant. Pas de réponse. Un ambulancier est sorti, un homme d'une 50aine d'années, avec un visage fatigué. « Vous êtes de la famille? » a-t-il demandé, méfiant. « Oui, » a répondu Julien, hésitant. « Où est-ce la petite? » On l'a emmenée avec sa mère à l'hôpital de Carcassonne. Elle refusait de la laisser seule. « Et Lucie? Comment va-t-elle? »
Stable pour l'instant. Elle est en observation, mais elle est très faible. Dénutrie, d'après le médecin. Elle n'a pas mangé correctement depuis un moment, peut-être des semaines. Julien a baissé la tête, une vague de honte le submergeant. Dénutrie. Lucie, qui cuisinait des plats simples mais délicieux avec 3 fois rien. Lucie qui refusait toujours l'aide des autres par fierté. Il a ravalé sa salive, la gorge nouée. Emmenez-moi à l'hôpital, tout de suite. L'hôpital de Carcassonne sentait le désinfectant et le café tiède. Dans la chambre 312, Lucie était allongée, les traits tirés, sa peau pâle contrastant avec ses cheveux bruns en bataille. Julien se tenait près du lit, mal à l'aise, les mains enfoncées dans les poches de son costume. Il avait attendu plus d'1 heure qu'elle se réveille, refusant de partir malgré les regards insistants des infirmières. Au fond de la pièce, Sophie dormait sur une chaise en plastique, serrant une poupée usée contre sa poitrine. Ses petites boucles brunes encadraient un visage marqué par l'épuisement. Quand Lucie a ouvert les yeux, son regard s'est posé sur Julien. Elle n'a pas souri. Ses lèvres se sont pincées et une lueur de colère a traversé ses yeux. « Je ne veux pas te voir ici », a-t-elle dit, sa voix basse mais tranchante comme une lame. Julien a ravalé sa salive, cherchant ses mots. Il savait que cette conversation serait difficile, mais il n'était pas préparé à la force de sa colère. « Je ne suis pas venu pour discuter, Lucie. Je suis venu parce que j'ai entendu ma fille me demander de l'aide. »« Ne dis pas « ma fille », a-t-elle rétorqué, se redressant légèrement malgré sa faiblesse. « Elle ne t'a jamais importé. Tu n'as jamais été là. »« Je ne savais pas qu'elle existait, » a-t-il répondu, la voix tremblante. « Mensonge, » a-t-elle lancé, ses yeux lançant des éclairs. « Je t'ai écrit, Julien. Des lettres, des dizaines de lettres. Je t'ai appelé, j'ai laissé des messages. Je suis même venue à Paris, à ton foutu bureau dans ta tour de verre. Tu te souviens? La sécurité m'a traînée dehors comme une criminelle. J'étais enceinte, Julien. Enceinte de ta fille. » Julien a pâli, son esprit fouillant frénétiquement ses souvenirs. Rien. Pas une lettre, pas un message, pas une visite. Était-il possible que son équipe ait filtré tout ça? Que personne ne lui ait jamais rien dit? Il a secoué la tête, désemparé. « Personne ne m'a rien dit, Lucie. Je te le jure. Si j'avais su... » « Si tu avais su? » a-t-elle coupé, un rire amer lui échappant. « Tu n'aurais rien fait. Tu étais déjà parti, Julien. Tu avais ta nouvelle vie, tes costumes, tes ambitions. Tu as effacé Saint-André, tu m'as effacé, comme si je n'avais jamais existé. » Julien est resté muet, les mots coincés dans sa gorge. Elle avait raison. Il avait fui, sans regarder en arrière. Il avait construit un mur entre son passé et son présent, convaincu que c'était le prix à payer pour réussir. Mais ce mur s'effondrait maintenant, sous le poids d'une petite voix au téléphone. « Je ne savais pas, » a-t-il répété, la voix brisée. « Si j'avais su, jamais je n'aurais... » Lucie l'a interrompu d'un geste las, comme si elle n'avait plus la force de se battre. « Et maintenant? Tu viens jouer les héros? Tu crois que ton argent va tout réparer? Que tu peux débarquer avec ton hélicoptère et effacer 6 ans d'absence? » Julien a secoué la tête, cherchant à être honnête, même si chaque mot lui coûtait. « Non, pas tout réparer. Mais je veux aider, pas seulement avec de l'argent. Je ne suis pas là par culpabilité, Lucie. » Quand j'ai entendu Sophie m'appeler « papy », quelque chose s'est brisé en moi. Je ne peux pas l'ignorer. Je ne veux pas l'ignorer. Lucie l'a fixé longuement, son regard oscillant entre colère, douleur et une fatigue infinie. Puis elle a détourné les yeux vers Sophie, endormie, si petite et vulnérable dans cette chaise d'hôpital. « Elle ne te connaît pas, » a-t-elle murmuré. « Elle n'a jamais posé de questions sur toi. Je lui ai dit que son papa était loin, très loin, quelque part où il ne pouvait pas revenir. Mais je ne t'ai jamais dénigré, Julien. Sais-tu pourquoi? » Il a secoué la tête, incapable de répondre. Parce que je ne voulais pas remplir son cœur de haine. La faim, la peur, les nuits où je cousais jusqu'à l'aube pour payer le loyer. C'était déjà assez. Elle méritait mieux que de grandir avec de la rancune. Ces mots l'ont frappé comme un coup de poignard. Il a baissé les yeux, incapable de soutenir son regard. La honte, la culpabilité, tout remontait à la surface, implacable. « Je ne veux pas que ça se reproduise, » a-t-il dit doucement.
Je ne peux pas changer le passé, mais je peux être là maintenant. Je veux faire les choses bien, Lucie, pour elle et pour toi. Lucie a laissé échapper un rire amer, presque inaudible. Pour moi, tu ne sais pas ce que c'est, Julien. Vivre dans ce village où tout le monde te regarde avec pitié. Élever une enfant qui tombe malade tous les mois, sans assurance, sans aide. Coudre jusqu'à ce que mes doigts saignent pour acheter du pain. Tu crois qu'en arrivant avec un chèque, tu vas effacer tout ça? Non, a-t-il admis, la voix tremblante. Mais je peux commencer quelque part. Laisse-moi essayer, Lucie. S'il te plaît. Elle l'a regardé, et pour la première fois, une lueur d'hésitation a traversé ses yeux. Elle était pied, était épuisée, physiquement et émotionnellement, mais sa fierté restait intacte. Je ne quitterai pas Saint-André, a-t-elle dit, anticipant ce qu'il allait proposer. Cette maison, c'est tout ce que Sophie connaît. C'est son refuge, son monde. Je ne vais pas la déraciner juste parce que tu te sens coupable maintenant. Je comprends, a-t-il répondu, sincère. Je ne te demanderai pas de partir. Laisse-moi juste aider comme tu veux, comme vous en avez besoin. Quel genre d'aide? A-t-elle demandé, méfiante, ses bras croisés comme une armure. Les factures, la nourriture, les soins médicaux, l'école pour Sophie, tout ce qu'il faut, sans condition, sans attente, juste pour que vous soyez en sécurité. Lucie l'a dévisagé, cherchant d'un piège une faille. Elle connaissait Julien, ou du moins l'homme qu'il était avant. Ambitieux, charmeur, mais aussi distant, absorbé par ses rêves de grandeur. Était-il vraiment différent maintenant? Et quand tu te lasseras? A-t-elle demandé, la voix dure. Quand tu décideras que c'est trop compliqué, trop loin de ta vie à Paris? Tu disparaîtras encore, comme la dernière fois. Non, a-t-il dit fermement, son regard planté dans le sien. Cette fois, je te le promets. Un silence lourd s'est installé, seulement interrompu par le bip régulier du moniteur cardiaque. Julien a baissé les yeux, prêt à accepter son rejet. Il savait qu'il ne méritait pas sa confiance, pas après tout ce qu'il avait fait, ou plutôt, tout ce qu'il n'avait pas fait. Mais après un long moment, Lucie a parlé, sa voix à peine audible. D'accord, mais à une condition. Tu ne décides rien. Sophie, c'est moi qui l'élève. Si tu veux être là, tu devras le mériter, pas juste en payant. J'accepte, a-t-il répondu sans une seconde d'hésitation, un mélange de soulagement et de détermination dans la voix. À cet instant, Sophie s'est réveillée. Elle a ouvert grand les yeux, regardé sa mère, puis Julien. Lentement, elle s'est levée de sa chaise, sa poupée toujours serrée contre elle, et s'est approchée, se blottissant contre Lucie. « Ce monsieur va vivre avec nous? » a-t-elle demandé, sa voix pleine d'innocence. Lucie a caressé ses cheveux, un sourire triste aux lèvres. Elle a jeté un regard à Julien, comme pour jauger sa réponse. « Non, mon amour, » a-t-il dit doucement, s'accroupissant pour être à sa hauteur. « Je viens juste vous aider pour que toi et maman soyez bien. » Sophie l'a fixé, ses grands yeux bruns pleins de curiosité. Pour la première fois, il n'y avait pas de peur dans son regard, seulement une lueur d'intérêt. Elle a hoché la tête, puis s'est blottie un peu plus contre sa mère, comme si elle acceptait, à sa manière, cette étrange présence dans leur vie. Le lendemain matin, la maison de la rue des Lilas baignait dans une lumière douce, filtrée par les volets à moitié fermés. Dans la petite cuisine, l'odeur du pain grillé flottait dans l'air. Sophie, assise à la table en bois, trempait un morceau de baguette dans un bol de lait, ses petites jambes se balançant sous la chaise. Lucie pliait du linge près de la fenêtre, le regard perdu dans le jardin où les roses sauvages luttaient pour survivre parmi les mauvaises herbes. « Maman, il va revenir, le monsieur? » a demandé Sophie, la bouche pleine. Lucie s'est arrêtée, surprise par la question. Elle a jeté un coup d'œil à sa fille, hésitant à répondre. Que pouvait-elle dire? Que cet homme, ce monsieur, était son père? Qu'il avait disparu avant même qu'elle ne naisse et qu'il revenait maintenant, comme sorti d'un rêve étrange? Peut-être, a-t-elle fini par dire, sa voix neutre. Il a dit qu'il voulait nous aider. Tu te souviens? Mais s'il ne vit pas avec nous, pourquoi il veut aider? Lucie a soupiré, posant une chemise soigneusement pliée sur la pile. Comment expliquer à une enfant de 5 ans des années de douleur, d'abandon, et maintenant cette tentative fragile de rédemption?
Parce que c'est ton papa, a-t-elle dit finalement, les mots lui écorchant la gorge. Sophie a froncé les sourcils, réfléchissant intensément, puis elle a repris son pain, comme si cette réponse, bien que compliquée, suffisait pour l'instant. Lucie a continué à plier le linge, ses pensées tourbillonnant. Elle ne faisait pas confiance à Julien, pas encore. Mais elle ne pouvait nier que sa présence, même brève, avait allumé une petite étincelle dans les yeux de Sophie. Et ça la terrifiait autant que ça l'intriguait. Cet après-midi-là, un coup discret à la porte l'a tirée de ses pensées. Elle s'est approchée, le cœur battant un peu plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Julien se tenait là, sans son costume habituel. Il portait un pull gris et un jean délavé, une simplicité qui contrastait avec l'image de l'homme d'affaires qu'elle avait vu dans les magazines. Dans une main, il tenait un sac de course en papier. Dans l'autre, un petit sac à dos en toile. « J'ai apporté quelques affaires », a-t-il dit, un peu gauche, en montrant le contenu du sac. Des pommes rouges, un litre de lait entier, un paquet de pâtes, une boîte de biscuits sablés, des médicaments et une pile de livres illustrés pour enfants. « Et ça, c'est pour toi », a-t-il ajouté en tendant une boîte de crayons de couleur à Sophie, qui s'était approchée, curieuse. La fillette l'a prise avec précaution, jetant un regard à sa mère, comme pour demander la permission. Lucie n'a rien dit, mais elle n'a pas non plus fermé la porte. « Je peux entrer ?» a demandé Julien, presque timidement. Lucie a hoché la tête, son visage impassible. Il est entré, ses pas résonnant sur le parquet usé. La maison n'avait pas beaucoup changé depuis l'époque où ils y vivaient ensemble. La table en bois portait toujours les traces d'un verre renversé lors d'une soirée trop arrosée. Les rideaux, un peu jaunis, étaient ceux qu'ils avaient choisis ensemble dans une brocante. Mais tout semblait plus fatigué, plus fragile. Les murs s'écaillaient, le toit laissait passer des courants d'air et une odeur d'humidité flottait dans l'air. Julien a senti une boule se former dans sa gorge. « Vous avez besoin d'aide pour autre chose ?» a-t-il demandé, posant les sacs sur la table. Lucie a croisé les bras, son regard perçant. « Tu n'es pas venu pour réparer la maison, Julien. Tu es venu pour voir si tu pouvais te racheter une place, même juste pour 1 heure ou 2. »« Je suis venu pour elle, » a-t-il répondu, jetant un regard vers Sophie, qui feuilletait déjà les livres avec intérêt. « Je veux la connaître, savoir ce qu'elle aime, ce qui la fait rire. Je ne veux pas m'imposer, Lucie. Je veux juste être là. » Elle l'a observé, cherchant une faille dans ses mots. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa voix, une sincérité qu'elle n'avait pas entendue depuis des années. Elle s'est assise près de la fenêtre, a repris son aiguille et son fil et a repris sa couture en silence. Sophie, elle, s'était installée par terre, sur un tapis élimé. Elle a ouvert la boîte de crayons, ses petites mains traçant des formes maladroites sur un vieux cahier. Julien s'est approché, s'accroupissant à côté d'elle. « Tu dessines quoi ?» a-t-il demandé, un sourire doux sur les lèvres. « Une maison, un arbre et une petite fille avec sa maman » a-t-elle répondu sans lever les yeux, concentrée sur son œuvre. « Et le papa ?» a-t-il demandé, presque sans réfléchir. Sophie l'a regardé du coin de l'œil, hésitante. « Je ne sais pas dessiner un papa. » Julien a senti son cœur se serrer. Il a pris un crayon, un sourire encourageant aux lèvres. « On peut l'inventer ensemble, si tu veux. On lui met quoi? Une casquette? Une écharpe? Des lunettes? » Sophie a réfléchi, puis a pointé du doigt un crayon rouge. Une casquette. Rouge. Il a dessiné une silhouette à côté de la maison, ajoutant une casquette rouge vif. Quand il a fini, Sophie l'a regardé sérieusement. « C'est toi. » Julien a souri, ému. « Oui, mais si ça ne te plaît pas, on peut changer. » Elle a secoué la tête, satisfaite, et a ajouté un sourire à la silhouette. « Là, c'est mieux. » Lucie observait la scène du coin de l'œil, son aiguille immobile dans le tissu. Elle ne voulait pas l'admettre, mais quelque chose en elle s'adoucissait. Julien ne jouait pas un rôle. Il ne parlait pas de son entreprise, de ses succès, de son argent. Il était laissé là, assis par terre, à dessiner avec une enfant qu'il connaissait à peine. Et Sophie, pour la première fois depuis longtemps, semblait détendue, presque heureuse. Ils ont passé 1 heure ensemble, à colorier, à parler de choses simples. Les oiseaux qui chantaient dans le jardin, les dessins animés préférés de Sophie. Elle adorait Barbapapa.
La fois où elle avait trouvé une coccinelle sur la fenêtre et l'avait appelée Madame Rouge. Quand le soleil a commencé à décliner, projetant une lumière orangée dans la pièce, Julien s'est levé, époussetant son jean. « Je vais y aller, » a-t-il dit. « Mais je peux repasser demain, si c'est d'accord. » Lucie a hésité, puis a répondu, le ton neutre. « Si tu apportes du lait, prends du entier. Elle n'aime pas le sans lactose. » Il a hoché la tête, un sourire reconnaissant aux lèvres. Avant de partir, il s'est tourné vers Sophie. « À demain, championne. » La fillette a levé la main, un petit salut timide. Julien est sorti, refermant la porte doucement derrière lui. Dehors, il s'est arrêté un instant, regardant le ciel violet du crépuscule, le silence du village, la poussière qui flottait dans l'air. Pendant des années, il avait fui cet endroit, ses souvenirs. Mais maintenant, il était là. Et pour la première fois, il n'avait pas envie de repartir. Les jours suivants, Julien est revenu, fidèle à sa promesse. Chaque après-midi, il frappait à la porte, toujours avec un sac de courses ou un petit cadeau pour Sophie. Une boîte de pastels, un livre sur les animaux, une peluche en forme de lapin. Lucie, d'abord méfiante, le laissait entrer, mais gardait ses distances. Elle observait, analysait, cherchant le moment où il montrerait son vrai visage, où il se lasserait. Mais Julien restait patient, discret, attentif. Un matin, alors que Sophie jouait dans le jardin, Lucie s'est assise à la table de la cuisine avec une tasse de café. Julien était là, épluchant des pommes pour faire une tarte, une recette qu'il avait apprise de sa grand-mère et qu'il voulait partager avec Sophie. « Tu comptes vraiment venir tous les jours? » a demandé Lucie, brisant le silence. Julien a levé les yeux, un sourire en coin. « Si tu me laisses, oui. » Elle a croisé les bras, dubitative. « Et quand tu retourneras à Paris, ton monde, c'est là-bas. Les réunions, les contrats, les voyages. Tu ne vas pas tout abandonner pour jouer les papas dans un village perdu. » Et il a posé le couteau, son regard sérieux. « Je ne vais pas tout abandonner, mais je peux changer ma façon de vivre. J'ai déjà demandé à mon équipe de réorganiser mon emploi du temps. Moins de déplacements, plus de travail à distance. Je veux être là, Lucie. Pas juste pour un été, pas juste pour apaiser ma conscience. Pour de vrai. » Elle l'a regardé, cherchant à déceler un mensonge. Mais il n'y en avait pas. Pas cette fois. « Sophie s'habitue à toi, » a-t-elle dit, la voix plus douce. « Si tu disparais encore, ça la brisera. »« Je ne disparaîtrai pas, » a-t-il répondu, presque comme un serment. Ce jour-là, ils ont fait la tarte ensemble. Sophie, ravie, a insisté pour décorer la pâte avec des formes d'étoiles. Quand ils l'ont sortie du four, l'odeur sucrée a rempli la maison. Et pour la première fois depuis longtemps, Lucie a ri. Un rire léger, spontané, qui a fait sourire Julien. « Ça sent comme chez ma grand-mère, » a-t-il dit, coupant une part pour Sophie. « C'est meilleur que chez ta grand-mère, » a répondu la fillette, la bouche pleine, faisant éclater Lucie de rire. Ce moment, simple, banal, était un début. Pas une fin, pas une réconciliation, mais un pas. Et pour l'instant, c'était suffisant.